C'est pas exactement le titre qui est sur le programme, parce que ça ne nous paraissait pas tout à fait adapté. Et donc, j'ai préféré essayer de réfléchir et de travailler avec vous sur ce que j'appelle les vrais défis des Smart Cities, et de réfléchir ensemble sur la manière dont ces fameuses Smart Cities étaient en train de se développer, ou pourraient se développer, ou pourraient avoir des difficultés à se développer, ce qu'on va essayer de voir ensemble. Avec quelques réflexions croisées sur d'abord une première question de base qui est, mais finalement, de quoi parle-t-on exactement? On vient de voir la Smart 2.0, 3.0, etc. Je pense que depuis le début de la matinée, on a tous beaucoup parlé de Smart City, mais de quoi parle-t-on exactement? Chacun a sa définition. C'est intéressant de s'y arrêter pour voir ensuite comment la développer. Deuxième sujet qui me paraît évident, mais sur lequel c'est intéressant de s'arrêter une minute, c'est le fait qu'on a une urgence planétaire aujourd'hui à construire la ville durable. Et donc, vous voyez bien ma question, c'est comment on fait pour construire la ville durable avec la Smart City, et quelles sont les difficultés qu'il va falloir vaincre, sachant qu'elles ne sont pas forcément toujours là où l'on croit. En tout cas, on va essayer d'y réfléchir ensemble. Donc, premier point, rapidement, l'idée, c'est pas de faire une définition de la Smart City, c'est juste de réfléchir ensemble au fait qu'on a tous un peu nos propres définitions. En français, c'est simple, on dit que c'est la ville intelligente, donc forcément, tout le monde veut une ville intelligente. C'est une bonne manière de vendre le principe, de vendre l'idée. Au sens strict, pour moi, c'est une ville qui utilise les technologies numériques, c'est-à-dire à la fois de l'information et de la communication, et qui essaye de les intégrer. L'intervention précédente vous a montré, et on y reviendra, qu'on peut intégrer ces technologies de diverses façons et dans à peu près tous les domaines de la ville. Mais je voudrais juste insister sur quelque chose, c'est que, à mon sens, ça ne fait pas un projet de ville. C'est-à-dire qu'on peut se lever le matin en disant « je vais faire une ville intelligente », mais est-ce que c'est un projet politique pour une ville, pour une communauté, pour un territoire? Je suis convaincue que non. Il faut se poser d'abord la question de savoir quel est le but qu'on cherche à atteindre avec cette Smart City sur ce territoire ou dans cette ville en particulier. Et donc pour moi, c'est juste le point sur lequel je voulais insister. La Smart City, c'est un moyen, c'est pas un but. L'objectif, c'est d'avoir une ville qui soit attractive, c'est d'avoir une ville qui attire les habitants, qui attire les entreprises, qui attire l'activité, et donc qui a un certain nombre de qualités. D'abord, elle offre de bonnes conditions de vie à tous ces acteurs qui vont venir vivre dans cette ville. Une bonne santé, un bel environnement, une bonne mobilité, de l'activité économique, sinon ils n'auront pas de revenus, ils auront du mal à profiter de tout ça, des loisirs, etc., etc. J'y ajoute une deuxième qualité qui est une qualité environnementale, c'est d'avoir une bonne performance environnementale. Pourquoi c'est important? C'est parce qu'on y reviendra tout à l'heure. C'est aussi une manière de mieux gérer ces infrastructures, d'optimiser ces infrastructures et aujourd'hui d'offrir un projet de territoire, un projet de ville, un projet de vie qui soit politiquement attractif. Donc, j'insiste juste sur ce point. Le projet de la ville, c'est d'abord d'être attractif, je le dis très rapidement. Après, bien sûr, chacun définira le sujet sur son territoire. Ce n'est pas d'abord d'être intelligent. La Smart City, c'est un moyen au service de la ville. Et la question, c'est comment mettre la Smart City au service de la ville durable, puisque finalement, la ville dont je viens de vous parler, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui une ville durable. Un point sur lequel je voudrais m'arrêter un instant, c'est le fait que cette construction de la ville durable aujourd'hui, c'est une urgence planétaire. Juste quelques chiffres très rapidement. La population urbaine est en forte croissance. On est 3,9 milliards aujourd'hui, 50% de la population. En 2030, 5 milliards, 60% de la population. La population mondiale augmente, la population urbaine dans la population mondiale augmente. Au total, ça fait 1,2 million d'urbains en plus par semaine
pendant 15 ans. Moi, c'est un chiffre qui m'impressionne toujours, donc je me le répète régulièrement. Ça rend absolument nécessaire le fait de bien construire la ville, de construire des villes d'abord, de bien les construire et de faire en sorte que cette évolution s'accompagne d'une amélioration des conditions de vie des gens et non l'inverse. C'est une ville désirable, ce n'est pas une punition subie que d'aller en ville. Deuxième chiffre, c'est la part de la ville dans les émissions de CO2. D'après le GIEC, les chiffres qui sont là, ce sont ceux du GIEC, entre 70 et 75% des émissions de CO2 liées à l'énergie viennent de la ville, un peu moins de 50% des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Donc un enjeu formidable à travailler sur cette problématique climatique dans les villes. Et donc aujourd'hui, on constate effectivement, ce n'est pas juste une manière de parler, à travers le monde, une préoccupation générale de construire la ville autrement en tenant compte d'un certain nombre d'éléments. D'abord du fait que quand on construit une ville, c'est qu'on veut proposer de bonnes conditions de vie à ses habitants et d'améliorer les services qu'on va leur offrir. Donc ça, c'est un point incontournable. On voit bien aujourd'hui, si vous vous trouvez dans une ville qui ne vous offre pas des conditions sanitaires satisfaisantes, vous allez aller voir ailleurs. Ça concerne l'eau, ça concerne les déchets, ça concerne l'air, ça concerne l'existence d'éléments naturels dans la ville. Si vous avez une ville dont le coût de fonctionnement est très important, vous n'allez pas non plus aller dans cette ville. Donc ça, c'est est-ce qu'on sait bien consommer l'énergie? Est-ce qu'on sait bien consommer l'eau? Est-ce qu'on sait bien optimiser les infrastructures de cette ville? Et puis, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on doit aussi avoir des villes qui s'adaptent au changement climatique. Il ne faut pas l'oublier, elles sont en première ligne, y compris sur ces problématiques d'adaptation. Donc, offrir les meilleurs services pour améliorer la vie des habitants, c'est la première préoccupation. La deuxième, de prendre en compte l'environnement. Je viens de le dire, c'est aussi aujourd'hui une problématique incontournable et intrinsèquement à l'intérieur des politiques publiques. Et tout ça en utilisant au mieux les technologies numériques. Pourquoi? Parce que justement, les technologies numériques vont nous permettre d'apporter des solutions nouvelles, des solutions qui vous ont été présentées très rapidement, ou en tout cas de manière très diverse tout à l'heure, que je vais regrouper en trois cas. D'abord, elles permettent d'offrir des services qui répondent mieux aux besoins. Juste un exemple que vous avez en tête, la mobilité. On attend tous et on espère tous que grâce aux technologies numériques, on va pouvoir avoir des mobilités plus fluides, une meilleure intermodalité, de meilleures informations pour mieux choisir son moyen de transport, des véhicules qui conduiront tout seuls, tout un tas d'éléments qui sont en train de se développer pour essayer justement d'offrir ce service extrêmement important dans nos villes aujourd'hui sur la mobilité. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est certainement le plus évident aujourd'hui. Deuxième rôle potentiel des technologies numériques dans cette ville durable, c'est de permettre de réduire les gaspillages et d'optimiser les infrastructures. Pourquoi? Là aussi, on l'a vu tout à l'heure, on a, grâce au numérique, avec le développement des capteurs, la possibilité d'utiliser l'énergie, l'eau, d'apporter le service qu'il faut au bon endroit, au lieu d'inonder tout un territoire et d'espérer que chacun y trouvera sa place. Donc on va pouvoir mieux proposer le service de manière plus pointue et on va pouvoir aussi, c'est extrêmement important, avoir une ville plus intégrée, c'est-à-dire faire en sorte que les différents éléments de la ville, les différents services se parlent, échangent des informations pour justement apporter mieux le meilleur service au bon endroit. Que ce soit en matière d'énergie
l'énergie dans les bâtiments, faire en sorte que le bâtiment A qui consomme pas au moment, à l'heure H, passe son énergie à celui qui va en consommer à côté, faire en sorte qu'on maîtrise mieux son éclairage public, gérer mieux les eaux pluviales sans mettre forcément des infrastructures extrêmement importantes, mais grâce à des capteurs, en utilisant mieux toute la diversité des solutions techniques en la matière, mieux gérer les déchets, etc. etc. Donc ce rôle potentiel des technologies numériques sur l'optimisation des infrastructures, il est très important, à la fois parce qu'il permet d'économiser les ressources naturelles, c'est une chose, mais aussi de faire des économies, notamment en optimisant les infrastructures, et ça c'est un élément important de coût, bien entendu, d'investissement et ensuite de fonctionnement. Et puis troisième rôle potentiel des technologies numériques important, c'est de faciliter finalement la participation des habitants et des usagers de la ville à ce projet de ville, à ce projet de territoire. On peut interroger les habitants, c'est ce que fait par exemple la mairie de Paris, ce qu'elle a fait il y a quelques mois en leur demandant quel genre de service on pouvait avoir envie de développer en faisant voter les uns et les autres. Bon, sur une toute petite partie de son budget, j'en suis bien consciente, mais ça permet quand même d'avoir cette interaction qu'on a du mal à avoir sinon, de signaler des problèmes, de proposer des solutions. Toute chose qu'on met souvent derrière la politique participative des villes et qu'on arrive en général pas à développer. Donc comment pourrait-on mieux le développer? Probablement en utilisant beaucoup mieux les technologies numériques. Donc cette nécessité d'avoir la construction de cette ville durable à travers le monde, elle va être, on l'espère en tout cas, facilitée par les technologies numériques. Et notre expérience aujourd'hui dans le cadre de Vivapolis, c'est qu'on trouve effectivement ces réflexions et ces préoccupations partout à travers le monde. Juste un mot sur Vivapolis, que vous ne connaissez certainement pas tous. C'est une initiative qui a été prise il y a 2 ans et qui vise à réunir, à fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent sur la ville et sur la ville durable de préférence, pour aller à l'exportation ensemble. Donc les ministères, les agences, toutes les entreprises qui travaillent sur ces différents secteurs, y compris bien entendu celles du numérique, et puis bien sûr aussi les collectivités locales. Donc depuis 2 ans, nous sommes là pour accueillir des délégations, aller porter la bonne parole et surtout accompagner les entreprises dans plein de pays dans le monde et essayer de voir comment on peut accompagner nos entreprises et aussi nos politiques finalement à l'international. Donc, je vous ai juste cité quelques exemples pour vous montrer que dans notre vie au quotidien de Vivapolis, dans tous les continents, que ce soit en Asie, Chine ou ASEAN, au Kazakhstan, dans les Émirats, en Côte d'Ivoire, au Mexique, au Maroc, etc., on a les mêmes demandes, les mêmes souhaits, les mêmes attentes, pas les mêmes solutions, parce qu'il n'y a pas de modèle simple à généraliser et qu'il faut effectivement trouver à chaque fois les solutions adaptées aux différents continents et aux différentes cultures, mais on a toujours le même souhait d'essayer d'aller vers cette ville plus intégrée et qui, à la fois, est environnementalement efficace et qui apporte des nouveaux services et les meilleurs services aux habitants. Pour des raisons diverses et variées, vous voyez que dans certains cas, on a des expositions universelles qui se profilent à l'horizon qui nécessitent de réagir. Dans d'autres cas, c'est des changements de modèle économique comme dans les Émirats. En Côte d'Ivoire, on est vraiment dans le développement de villes anciennes ou de nouveaux quartiers. Enfin, il y a toutes les formes possibles d'évolution qui sont aujourd'hui sur la table et en discussion, mais qui sont tous sur ces mêmes problématiques que celles que je viens de d'énoncer. Et donc j'en arrive pour finir à ma réflexion sur les difficultés. Parce que finalement, c'est vrai, dans la réalité, on rencontre bien
ces mêmes souhaits de construire des villes cohérentes, accueillantes, bas carbone, avec une vision intégrée des problèmes à résoudre. On trouve également partout la volonté de s'informer, d'échanger sur les bonnes pratiques, de trouver les solutions à adapter, et le congrès d'aujourd'hui en est une preuve de plus. Sur le papier, les solutions existent dans tous les domaines. Le bâtiment, la mobilité, les services urbains, notamment avec l'aide du numérique. Et là, on a démultiplié les solutions. Et on a des réalisations exemplaires à peu près partout, dans tous les continents, à toutes les échelles. C'est vraiment totalement généralisé. Donc la question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est pourquoi, malgré tout ça, les progrès sont-ils si lents? Parce que quand on regarde quand même sur le terrain ce qui se passe, on a beaucoup d'expérimentation, on a très peu de généralisation. Les villes et les projets dont je vous ai parlé, on a maintenant un peu de recul, puisque ça fait 2 ans qu'on travaille sur la plupart d'entre eux. On les voit avancer au millimètre. Plein de bonne volonté, mais beaucoup de difficultés. Et donc, ces difficultés, où sont-elles? Moi, je les vois de 3 ordres. Un premier type de difficultés que je mets derrière des problèmes de gouvernance, qui sont en fait comment gère-t-on la transversalité dans les villes, dans nos villes, parce que dans tout ce que je dis, vous pouvez mettre les villes françaises au premier rang, mais elles sont loin d'être les seules. Et cette difficulté à gérer la transversalité, on l'a partout. On l'a parce que les élus, d'une manière générale, sont spécialisés. Vous avez les spécialistes de la mobilité, celui du bâtiment et du logement, celui qui va s'occuper de l'eau ou l'énergie. Le seul qui est vraiment transversal, c'est le maire, mais comme il ne peut pas être partout, il peut donner sa vision, et dès qu'on arrive sur la réalité, on a beaucoup plus de difficultés. Et c'est exactement la même chose pour les services des collectivités, qui sont eux aussi en silo, partout à travers le monde. Je n'ai pas encore trouvé le pays où on avait résolu ce problème. Ça n'est pas choquant, c'est bien normal qu'on soit en spécialisation sur les actions. La difficulté, c'est de savoir comment on fait travailler ensemble ces services, comment on fait travailler ensemble ces élus pour avoir un projet commun et surtout mettre en œuvre ce projet commun à travers des services spécialisés. Les entreprises sont souvent pas bien meilleures, elles restent elles aussi, nous le voyons nous très bien, souvent très segmentées. Et ce qui fait que pour passer un message sur un sujet de ville durable intégrée, il faut parler à 5 ou 6 directions générales qui n'ont pas l'habitude de se parler habituellement. Donc on en est tous là. L'État, bien sûr, ne fait pas mieux. Et donc il faut trouver des outils pour arriver à faire parler tout ce petit monde. Je vous cite une expérience qu'on a faite, on n'a pas faite pour ça d'ailleurs, mais qui finalement a montré son intérêt. On a dans le cadre de Vivapolis développé ce qu'on appelle de démonstrateurs 3D, de vitrine de ce qu'on sait faire avec les entreprises françaises sur ce thème de la ville durable, sur la ville d'Astana et sur la ville de Santiago du Chili. L'idée pour nous, c'est d'avoir des outils de marketing en fait, qui montrent comment, avec nos technologies, avec nos entreprises, puisque derrière il y a des solutions d'entreprises françaises, nous pouvons examiner un sujet et proposer des solutions. Ce qui est intéressant, c'est que l'élaboration de ces outils a montré l'intérêt pour les services et pour les élus de travailler ensemble et d'avoir des outils pour travailler ensemble. C'était la première fois finalement, que ce soit à Astana ou à Santiago, qu'ils avaient un projet commun, réellement commun, puisque bien entendu on essayait de faire des démonstrateurs de ville intégrés, et qu'ils étaient obligés vraiment sur un objet bien précis d'apporter leurs informations, de les partager avec le service d'à côté et ensemble de trouver une solution.
C'était extrêmement intéressant, ça nous a montré que c'était possible, ça leur a montré aussi qu'il y avait un besoin de mettre en place ce type d'outils, et je pense que ça doit nous interroger tous sur la manière de développer des outils qui nous permettent réellement de travailler ensemble si on veut aller vers ces villes intégrées qui utiliseront au mieux les technologies numériques, mais pour ça encore faudrait-il que la gouvernance y soit adaptée. Deuxième problème, c'est des problèmes que j'appelle d'organisation et de compétences. Deux exemples là aussi qui concernent plutôt les collectivités locales, ces problèmes-là. Au Mexique, par exemple, on a des maires dont le mandat est de 3 ans, non renouvelable. Un projet intégré, même s'il y a une petite échelle, ça prend un petit peu de temps. Et puis ça suppose que vous avez une vision globale et que vous allez commencer, je ne sais pas moi, à travailler sur la mobilité, puis après vous travaillerez sur le bâtiment, mais dans le cadre d'un projet global. Si vous avez 3 ans et qu'au bout de 3 ans, l'équipe disparaît, vous imaginez que ça va poser des difficultés pour aller plus loin dans le projet. Et donc vous aurez beau avoir toutes les bonnes solutions sur le papier, vous n'arriverez pas à les mettre en œuvre. Au Maroc, c'est un autre cas. Si vous regardez comment sont mis en œuvre les projets les plus innovants, ils sont mis en œuvre à partir de structures spécifiques, soit une filiale de la Caisse des dépôts marocaine, Azenata, soit une structure vraiment très particulière sur Rabat Salé, qui a réuni les compétences du ministère de l'Intérieur et les compétences des collectivités locales des territoires concernés, parce qu'effectivement, pour prendre les décisions, pour mettre en œuvre le projet intégré, vous avez besoin d'avoir des compétences, et que les compétences aujourd'hui, elles ne sont pas forcément dans les collectivités locales, partout, dans tous les pays. C'est le cas au Maroc, mais c'est loin d'être le seul. Et d'une manière générale, partout, on a un problème de formation, de capacity building, comme on dit, pour à la fois les services, mais aussi les élus, et peut-être même un peu pour les entreprises. Troisième type de problème, que j'appelle les problèmes juridiques et économiques. Cela, il concerne peut-être plus les entreprises que les collectivités, mais tout le monde est dans le même bateau. La question, c'est quel est le business model de tout ça ? C'est-à-dire à qui va aller la valeur ajoutée de l'intégration. On intègre, on est meilleur, on optimise, ok, mais qui va réellement en profiter, à qui, si personne n'en profite, si personne n'est rémunéré pour cette valeur ajoutée, ces éléments supplémentaires, il ne va pas se passer grand-chose, on est bien d'accord. Donc, comment arrive-t-on à faire en sorte que ces nouveaux écosystèmes économiques et numériques fonctionnent réellement et se développent? Comment appliquer autre sujet, le code des marchés par exemple, ou n'importe quelle autre réglementation, parce que quand ce n'est pas notre code des marchés, il y a des réglementations encore plus compliquées dans tous les pays du monde que nous avons vus jusqu'à présent. Parce que quand vous êtes dans un projet intégré, vous avez forcément des liens entre, je ne sais pas moi, votre éclairage public, votre système de transport, les déchets et l'énergie. Donc quand vous allez passer votre commande sur les déchets, vous allez vous retrouver avec une difficulté parce qu'il va falloir y mettre quelque chose qui va ensuite se retrouver dans un autre appel à projet sur l'énergie ou sur les déchets. Voilà, on ne sait pas aujourd'hui, chez nous en tout cas, résoudre tous ces problèmes. C'est pour ça que, par exemple, on imagine de faire des sites pilotes qui nous permettraient, un peu hors sol, en dehors de la réglementation actuelle ou avec des dérogations, de trouver les solutions pour les projets de demain. Mais il faut en être conscient, aujourd'hui, ce genre de problème, ça nous pénalise et ça pénalise les projets que l'on essaye de mener les uns ou les autres. Puis dernier petit sujet, petit entre guillemets bien sûr, c'est quels sont les bons services ? Vous avez vu tout ce que nous a proposé l'orateur de Veolia tout à l'heure. Il y a des choses qui me plaisent, il y en a d'autres qui, comme ça, a priori, me séduisent moins. Où sont les bons services? Quels sont ceux qui vont vraiment marcher? Il faut aussi les tester. Et ça nécessite aussi d'être capable d'abord de tester et de savoir les choisir et d'écouter les utilisateurs. Et donc, en conclusion, finalement, en résumé,
Je fais pour ma part entièrement confiance aux ingénieurs, aux spécialistes du numérique en particulier, pour trouver les solutions aux problèmes technologiques. Je fais aussi confiance aux financiers et aux banquiers pour trouver les financements nécessaires. Et dans les cas que nous voyons, c'est rarement finalement le problème du coût qui nous pose le plus de problèmes. Et pour les problèmes de gouvernance, il faut qu'on s'y mette tous. Cela passe par des changements de comportement et d'organisation, par une meilleure association de toutes les parties prenantes. Et dans la ville, il y a beaucoup de parties prenantes. Et ce n'est jamais le plus simple, on le sait bien, que de changer de comportement, que de mettre en œuvre finalement des problèmes et de résoudre des problèmes qui sont plus des problèmes humains que technologiques. Mais je pense qu'il est important d'en être conscient pour pouvoir, je l'espère en tout cas, ou j'en suis même convaincue, passer au-delà de ces difficultés. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire. Si vous voulez trouver des informations sur Vivapolis, vous les trouverez sur notre site internet et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci.